Un proverbe africain dit qu'il faut un village pour élever un enfant. J'ajouterais qu'il en faut également un autre pour prendre soin de celles et ceux qui les élèvent. Je suis Sybille, maman, RH et coach professionnel certifié. Ici, on parle de ces chemins de vie qui transforment, qui bousculent et qui relient. Bienvenue dans Mercredi, le podcast qui fait entendre la voix des parents et de celles et ceux qui les accompagnent. Les épisodes paraissent un mercredi, parce que le mercredi, ce n'est pas seulement le jour des enfants, c'est aussi le jour où je prendrai la parole et vous la donnerai. Prenez une grande respiration. On commence. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Mercredi, on poursuit notre cheminement sur un sujet à la croisée de l'intime et du collectif. La parentalité au travail. Comment reprendre son activité quand on manque de solutions de garde ? Comment concilier des contraintes de vie, des horaires, des enfants malades, des rendez-vous médicaux et une carrière qu'on a envie de construire ? Et surtout, quel rôle peuvent et doivent jouer les entreprises dans ce véritable enjeu de société ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Delphine Cordel. Delphine est maman de 3 enfants. Professionnelle engagée au sein de Babylou, un réseau de crèches interentreprises, sa trajectoire personnelle l'a conduite presque naturellement à consacrer sa carrière à un sujet essentiel: l'accompagnement des familles et la mise en place de solutions concrètes pour que les parents puissent travailler sereinement. Dans cet épisode, on va explorer son histoire, son expertise et les réalités de terrain qu'elle observe chaque jour. On parlera de carrière, de reprise du travail après un congé maternité, des crèches interentreprises et surtout de ce qui permet réellement aux parents de souffler, de s'organiser et de s'épanouir. Bonne écoute. Bonjour Delphine et bienvenue dans Mercredi. Bonjour Sybille, merci beaucoup de m'avoir invitée. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Ce que je te propose du coup, avant de parler d'entreprise et de politique parentale, j'aimerais qu'on parle d'abord de toi. Donc est-ce que tu peux te présenter en quelques mots qui tu es ? Oui, bien sûr. Donc je suis Delphine Cordel. Mon métier de base, c'est que je suis ce qu'on appelle Sales Team Leader. Un Sales Team Leader, c'est concrètement en français l'équivalent d'un directeur commercial. C'est-à-dire que mon rôle, c'est d'accompagner une équipe de commerciaux dans la réalisation de partenariats pour la société Babylou. Donc Babylou, c'est un réseau de crèches inter-entreprises et notre volonté, c'est d'accompagner les entreprises à créer et mettre en place des politiques parentalité pour leurs salariés, notamment grâce à la réservation de places en crèche. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment de comprendre quels sont les besoins des entreprises, les besoins de leurs collaborateurs et comment est-ce qu'à travers des solutions très concrètes, on peut les accompagner et faciliter leur quotidien. Ça, c'est pour le volet très professionnel. Volet personnel, je suis maman de 3 enfants qui sont encore petits, 2 ans et demi, 5 ans quasiment et 8 ans et demi. Et j'ai pu me confronter aux difficultés de la gestion d'une carrière ambitieuse et d'une parentalité épanouie, sans trop tirer d'un côté ou de l'autre. Et les considérations sur cette double casquette et les difficultés que j'ai rencontrées m'ont amené à me questionner plus sérieusement sur le sujet. Je me suis rendu compte que finalement, je n'étais pas toute seule à me poser ces questions et de là est née l'idée de réaliser un podcast qui s'appelle Carrière de parents et qui va traiter des sujets de fond sur comment est-ce qu'on peut avoir à la fois une carrière dans laquelle on se plaît, dans laquelle on va au travail avec plaisir et comment est-ce que quand on rentre le soir, on est quand même disposé à s'occuper de ses enfants et prendre du plaisir en famille. Très bien, je te remercie du coup pour cette présentation. Donc comme tu le disais, toi tu es maman de 3 enfants et donc en tant que jeune maman salariée, on en a parlé ensemble et tu m'expliquais avoir vécu rencontré en tout cas quelques difficultés. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment cette période t'a marqué et est venue un peu bousculer et réorienter ton parcours professionnel ? Oui, complètement. Moi je dis régulièrement que la maternité, la parentalité, ça a complètement créé un chemin et un parcours professionnel auquel je ne m'attendais pas. Moi, j'ai choisi, quand j'étais plus jeune, d'intégrer l'hôtellerie-restauration. L'hôtellerie-restauration, c'est vraiment un domaine qui est hyper particulier parce qu'on est en horaire décalé, on travaille énormément et il y a très peu de place pour une vie de famille. Et mon conjoint, c'était la même chose, un petit peu typiquement des horaires à rallonge, on travaille les week-ends, etc. Sauf qu'un jour, quand on est un jeune couple qui vient de se marier, on commence à avoir envie d'avoir des enfants.
Et on s'est bien vite rendu compte que c'était, sur le papier, complètement incompatible. On s'est repositionné et de là, j'ai intégré une agence événementielle. Et le travail d'agence, ça reste du lundi au vendredi, mais ça reste des horaires particulièrement élargis. On commence assez tôt, on finit tard, il y a beaucoup d'événements le soir. Mais ça me permettait quand même de me projeter dans une future vie de maman. En me disant que de toute façon, le jour où je devenais maman, on pourrait échanger avec l'entreprise et voir comment on améliorait. Très naïvement, je me suis dit que c'est quelque chose que des millions de parents avaient fait avant moi, que du coup il ne devrait pas y avoir de problème et qu'on trouverait toujours un terrain d'entente. Et je me suis confrontée à la difficulté que je suis persuadée que beaucoup de parents et notamment les femmes connaissent, c'est de revenir d'un congé maternité et d'être une personne complètement différente. Qu'on réintègre un emploi qui lui est resté pareil, avec une société où finalement rien n'a vraiment évolué. Sauf qu'en fait, tout a changé de notre côté. Les priorités, les contraintes, vraiment, même nous-mêmes, profondément, on n'est plus du tout la même personne. Donc très naïvement, encore une fois, je reprends mon poste. Ça se passe relativement correctement, on va pas dire que ça s'est mal passé. Sauf que la première friction que j'ai rencontrée, c'est que je me rends compte petit à petit, subtilement, que ma collègue qui n'a pas d'enfant commence à avoir des plus gros dossiers, avec du plus gros chiffre d'affaires. Et ça commence à questionner, surtout quand on est dans un domaine commercial où finalement le commerce c'est une grosse part de variables et que ce qu'on génère finalement a un énorme impact sur notre rémunération. Et très vite, je me rends compte qu'il y a quand même une problématique et je décide d'en discuter avec ma manager du moment en lui expliquant que je comprends pas, mes compétences sont les mêmes, mon engagement est le même, j'ai peut-être des priorités qui ont changé, mais en tout cas, ma place au travail est toujours la même et que je ne comprends pas. Et je ne m'attendais pas particulièrement à ce qu'elle me réponde, ce qu'elle m'a répondu. Elle m'a dit mais Delphine, tu reviens de congé maternité, c'est compliqué pour toi, j'imagine que tu as beaucoup à gérer, donc je voulais pas te surcharger. Et là, je me rends compte qu'en fait, la problématique, c'est qu'on prend les décisions à ma place sans même m'avoir questionné sur mes besoins. Et j'en prends pas conscience tout de suite, mais je me rends compte au fur et à mesure que ça commence à devenir un vrai point de crispation. Donc ça s'est rééquilibré et du coup je continue à me dire que il suffit de dialoguer et finalement les choses vont aller d'elles-mêmes. Sauf qu'à un moment, les priorités, comme on le dit, changent et le matin, emmener ma fille à 7h45 à la crèche. C'était une crèche municipale, on a eu la chance encore d'avoir une place en crèche. Et rentrer le soir à 20h, 20h30, qu'elle soit déjà endormie, et ne pas avoir vu ma fille de la journée, mise à part pour courir dans un bus et l'emmener dans une structure pour qu'elle soit gardée par quelqu'un d'autre, au bout de quelques semaines, je me suis rendu compte que ça n'avait absolument aucun sens. Et c'est une réalité que je me suis pris d'une façon assez violente. J'ai quand même cherché à gérer la situation en adulte et j'ai demandé un aménagement d'horaire en expliquant que c'était pas une situation qui me convenait et que j'avais besoin quand même d'assumer mon rôle de maman. Je n'ai pas fait un enfant pour le confier à d'autres toute la semaine et ne pas le voir de la journée, juste passer le voir endormi quand je rentre le soir. Donc ça avait aucun sens pour moi et quand j'ai fait cette demande, qui était simplement de raccourcir ma pause déjeuner pour finalement rentrer un petit peu plus tôt, on m'a dit « Non mais Delphine, on ne fera pas d'aménagement pour toi. Si ça te pose un quelconque problème, ce que tu peux faire, ce que je te conseille, c'est de prendre une nounou pour aller récupérer ta fille et qu'elle passe moins de temps à la crèche. » Bon, ça répond absolument pas à mon problème. Donc, je me dis qu'il est temps pour moi, en fait, de réfléchir à une autre situation. Et c'est là où je me suis trompée. Et je m'en rends compte aujourd'hui avec beaucoup d'humilité, parce que j'ai décidé de prendre un emploi assez similaire à proximité de chez moi, dans une toute petite agence, en me disant je finirai plus tôt et finalement je serai à la maison plus tôt puisqu'on évite les temps de transport. Et ça va s'organiser tranquillement comme ça. Et ce que j'ai pas du tout anticipé, c'est que, en fait, j'ai quand même en moi cette envie d'avoir une carrière épanouissante
et je me suis pas du tout épanouie dans cet emploi. Ça m'a progressivement éteinte professionnellement et ça n'a pas du tout fonctionné. Donc quand un emploi fonctionne pas d'un côté comme de l'autre, inutile d'insister, on va dire, et j'ai dû me repositionner. Et là, ça a été une deuxième prise de conscience, c'est que j'avais compris, de par mon environnement, la société, les signaux que je lisais autour de moi, qu'il fallait choisir. C'est soit t'as un boulot épanouissant, mais bon, pas de place pour ta vie familiale, soit finalement tu fais un peu le deuil d'une carrière, mais tu peux être là avec tes enfants tous les soirs tranquillement et profiter de ta vie de famille. Et un peu comme une réponse à mes interrogations et à ma frustration, j'ai reçu un appel de Babylou pour me proposer d'échanger autour d'un poste. Et donc le poste que j'occupe aujourd'hui, c'est justement d'accompagner les parents à gérer ces problématiques très concrètes de mode de garde, tout en restant investis, productifs et impliqués dans leur entreprise. Donc j'ai vraiment vu ça comme un signe, et c'est là que on a été à la croisée des chemins. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait c'est possible. C'est possible, mais il faut qu'il y ait des conditions, et je pense qu'on en discutera un petit peu plus tard. Il faut juste savoir quelles sont ces conditions et comment y aller. Tout ce que tu dis là, du coup, ça fait ressortir beaucoup de choses. Il y a plein de choses super intéressantes dans ce que tu viens de dire. Déjà, le retour congé-maternité avec ce changement profond dont on parle à différents niveaux, et effectivement déjà identitaire, effectivement, qui te fait dire, bah voilà, qui je suis aujourd'hui, parce que j'ai différents rôles, j'ai différentes casquettes. Donc ça, c'est vraiment important que tu le soulignes. Et ce choix que les autres peuvent effectivement faire pour nous. Ce que tu expliques là dans ton expérience précédente, du coup, c'est que oui, ta manager a pris la décision pour toi, pour te protéger, donc sous couvert d'une bonne intention certainement au départ, de te dire bah t'auras moins de dossiers, mais par contre ben voilà, toi il y avait un décalage entre tes aspirations toi sur le moment et effectivement ce que elle en tout cas te proposait, sans comprendre le pourquoi, parce que vous en avez même pas parlé avant. Elle a fait les choses d'elle-même. Et toi, du coup, voilà, il y avait une dissonance entre ta perception, et ça venait un peu appuyer le fait de te dire je reviens, mais en fait, j'ai l'impression d'être un peu un martien, on va dire, là au milieu. Qu'est-ce que je fais là? On parle aussi, dans ce que tu dis là, des temps de transport. C'est la différence, du coup, effectivement, entre le premier poste que tu occupais et le deuxième. De dire, voilà, au départ, il y avait cette notion de je laisse mon enfant très tôt le matin, je le récupère très tard, parce qu'il y avait voilà, un temps de transport assez important pour toi, pour te rendre au travail et pour revenir chez toi. C'est là aussi voilà toute la question derrière, de se dire oui, mon enfant, pour quelles raisons je l'ai fait et comment je vais en profiter. Il y a beaucoup de choses que tu soulèves là qui ramènent beaucoup à son pourquoi, à ses besoins. Et je trouve ton discours vraiment très intéressant pour pouvoir permettre aux parents et aux mères, là du coup, puisqu'on parle d'une maman, mais voilà, de se déculpabiliser aussi du poids de la société finalement. Parce que voilà, il y a une prise de recul en se disant ok, la société me dit peut-être que je dois continuer ou je dois faire un choix. Ça, je trouve ça très intéressant dans ce que tu dis, le sentiment de devoir choisir entre carrière et parentalité. C'est quelque chose qui est vécu, je pense, par beaucoup de parents, beaucoup de mères dans le cadre de ce retour maternité. Et l'appel de Babylou là, dont tu me parles, voilà, on va revenir dessus juste après, parce que la manière dont ils t'ont décrit les choses, ça a fait sens pour toi dans l'engagement même de la mission de Babylou, mais aussi dans leur engagement en tant qu'entreprise, au niveau de la culture. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette culture d'entreprise? Quelle flexibilité peut-être as-tu trouvé pour te reconnaître en tant que maman, mais aussi en tant que professionnelle? Oui, j'avoue que tu soulignes un point qui est hyper important, qui est au-delà du fait que j'ai choisi Babylou parce que je voulais solutionner une problématique que je n'ai pas réussi à solutionner pour moi. Pour la petite anecdote, j'avais eu Babylou pour la garde de ma fille et j'avais même pas osé en parler à mon employeur parce que pour moi, c'était même pas un sujet professionnel. Et cet appel a vraiment déclenché quelque chose chez moi. Je me suis dit, en fait, au-delà du fait que je l'ai vécu et que c'est ce que j'ai envie de proposer, si cette société le fait pour ses clients, elle le fera certainement pour ses salariés. Et ce que j'ai trouvé chez Babylou est assez exceptionnel, et vraiment, je remercierai jamais assez ma manager actuelle d'avoir passé ce coup de fil et de m'avoir donné l'opportunité, surtout à un moment où c'était pas forcément valorisant professionnellement pour moi d'intégrer une société, et de m'avoir donné cette opportunité de rejoindre une si belle entreprise avec une si belle mission. Mais c'est vrai que ce qui était intéressant, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait pour les salariés
pour leur permettre d'eux-mêmes pouvoir bénéficier de l'opportunité de concilier sa vie professionnelle et sa vie privée. Donc ce qui m'a énormément attirée dans le poste, c'est la flexibilité des horaires, la perspective d'avoir du télétravail. Tu l'as dit toi-même, hein, la difficulté des transports, surtout en Île-de-France, elle existe, elle est réelle et il faut absolument mettre ça dans l'équation. Parce que c'est 2 à 3 heures perdues par jour. Et pris sur le temps de famille, ça doit pas être un négociable. Hein. Donc, il y a ce point-là. Après, c'est vraiment toute la culture, en fait, de la bienveillance, l'accueil, l'écoute des besoins, l'écoute des sentiments, de ce que les salariés ressentent. Et finalement, c'est un petit peu ce qu'on fait dans nos crèches. Dans nos crèches, on met beaucoup l'accent sur l'écoute des émotions, comment on accompagne un tout petit à vivre les moments plus tumultueux, à apprendre à accompagner ses émotions. C'est vraiment quelque chose qu'on fait en crèche et une vraie symétrie des attentions chez Babylou, puisque c'est ce qui se fait aussi en interne pour les salariés. Donc tout ce volet que je ne connaissais pas du tout, qui est juste en fait, et à chaque fois je le dis, le basique des basiques qui pourrait soulager les parents, c'est juste d'écouter en fait. D'écouter, d'avoir un espace, un temps d'échange, un temps de parole, où juste on demande aux parents comment tu te sens et de quoi tu as besoin. Pour moi, c'est ça qui fait vraiment la différence. Et après, bien évidemment, on a la chance en interne d'avoir des conférenciers qui viennent nous accompagner sur des sujets qui relèvent de problématiques bien connues de la petite enfance. Hein. Et on a ce grand avantage que je préconise, bien évidemment, c'est la réservation de la place en crèche. Parce que c'est tellement de sérénité, de temps gagné pour le parent, que ça n'a vraiment pas de prix. Et j'en ai bénéficié pour mon deuxième enfant. J'ai pu revenir travailler au mois de mai, donc milieu d'année scolaire, à un moment où on trouve difficilement un mode de garde, surtout en Île-de-France, sans vraiment me poser de questions, en ayant un process complètement assoupli, sans dépendre des commissions d'attribution, des municipalités, voilà, et en étant accompagné de façon vraiment optimale parce que le parent est super bien accompagné dans sa démarche de recherche de place aussi. On reviendra sur ce sujet un peu après pour que tu nous détailles le fonctionnement des crèches interentreprises. Babylou a réussi à mettre en avant pour ses propres collaborateurs ce qu'elle-même va pouvoir prôner pour d'autres collaborateurs et l'engagement des autres entreprises. C'est-à-dire que des fois on dit les cordonniers sont les plus mal chaussés. Bah là en l'occurrence c'est pas le cas et je trouve ça vraiment bien parce que pour gagner en légitimité aussi voilà et réussir à convaincre ses clients futurs, rien de mieux que de montrer comment sont épanouis ses salariés dans sa propre entreprise. Et là t'en es la preuve et c'est pour ça que je trouvais intéressant dans cet épisode de parler de Babylou, de parler des crèches interentreprises, mais de montrer aussi ce qui t'a attiré chez eux, au-delà même de la mission et du sens que tu trouves dans le fait d'aider les entreprises et les parents au niveau de ce recherche de mode de garde. Cette flexibilité dont tu parles, le fait de permettre aux parents de se dire bah oui, de quoi tu as besoin et de faire pas forcément du sur-mesure non plus parce qu'on peut pas faire complètement du sur-mesure, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont réfléchies et qui permettent de dupliquer à un maximum de parents et on part pas bille en tête sur quelque chose sans avoir concerté les parents à ce niveau-là. Tu parlais du coup de ton deuxième fils et du fait que tu as pu bénéficier effectivement des crèches Babylou à ton retour de congé maternité. Tu m'avais aussi parlé d'une belle évolution qui avait eu lieu à ce moment-là. Je voudrais bien qu'on puisse le souligner parce que ça aussi, par rapport à ce que tu as vécu par tes expériences passées et le fait que voilà, ta manager ait conclu pour toi qu'il fallait que tu gères moins de dossiers, là, il y a une belle expérience à raconter par rapport à ton évolution. Effectivement, il y a 2 belles expériences même, puisque suite à ma fille, j'ai eu, comme je le disais, comme tu le sais, 2 autres enfants dans cette société. Quand je suis partie en congé maternité pour mon fils, je me rappelle avoir commis une erreur complémentaire, et je pense qu'il y a beaucoup de parents qui se projetteront aussi. C'est lors de mon entretien pro, juste avant de partir, je disais à ma manager: écoute, là, moi, je vais me concentrer sur ma vie de famille, donc pour l'instant, on prévoit, on reste comme ça. Et en fait, je suis partie en congé maternité et quand je suis revenue, la maternité m'a donné un élan que je ne connaissais pas.
C'est-à-dire que en revenant, j'ai commencé à me former davantage, à vouloir m'impliquer encore plus. Ce qui n'avait pas forcément de répercussions sur la quantité de travail, mais plus sur la qualité, d'aller plus en profondeur sur des sujets, de me questionner davantage. Et il y a eu un moment un peu clé où on présente notre activité finalement une fois par an devant l'ensemble de la direction. Et à ce moment-là, je fais une prise de parole. Alors moi qui ai toujours cru être de nature un peu timide, je me rends compte que c'est la révélation et très étonnamment un énorme impact sur cette prise de parole. Ce à quoi je m'attendais pas parce que moi j'étais vraiment revenue pour continuer ma carrière et voilà, sans prétention particulière, sauf que là je me rends compte que j'aime la prise de parole en public, que j'ai envie de me former et que j'ai pas du tout envie de juste revenir à mon poste et continuer comme avant. Je me sens plutôt dans un mood de j'ai envie d'aller plus loin. J'ai l'énergie pour. Malgré le manque de sommeil, malgré tout ce qu'on sait des difficultés liées à la toute petite enfance, évidemment. Et là, je suis retournée voir ma manager en lui disant écoute, je me suis trompée, en fait, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai des ambitions différentes. Donc je veux me former. Donc de là, je réussis à obtenir une formation sur la prise de parole en public et je tombe enceinte de mon 3e enfant. Et à ce moment-là, de nouveau, discussion avec ma manager, je pars en congé maternité. En revanche, quand je reviens, je veux aller encore plus loin. Donc la 3e maternité a été vraiment pour moi vécue comme l'apogée, j'ai envie de dire, de tout ce que j'avais vécu jusqu'à présent, aussi bien au niveau personnel que professionnel. Donc je fais mon congé maternité. Et pendant mon congé maternité, ma manager m'a appelée pour me proposer un programme de leadership à mon retour et commencer à apprendre le management grâce à l'intégration d'une apprentie dans l'équipe. Et au retour de mon congé maternité, donc 6 mois après mon retour, une création de poste sur un poste de direction d'une unité commerciale où j'ai été encouragée à postuler et pour lequel j'ai obtenu le poste et qui est aujourd'hui mon poste actuel. Donc tout ça, 6 mois après un retour de congé maternité, sans avoir vécu aucune frustration, aucune crispation parce que aucune difficulté à concilier les deux parce que c'est dans la culture d'entreprise. Et je trouve qu'on se fait vraiment un monde et il y a beaucoup de stéréotypes. On croit beaucoup que les femmes sont pas ambitieuses ou qu'à partir du moment où elles ont un enfant, en fait, elles veulent juste se concentrer sur leur famille et que c'est soit l'un soit l'autre. Alors qu'en fait, on peut tout à fait, en étant un employeur, en étant un manager bienveillant, se dire que ce n'est pas parce que un employé, un salarié a 1, 2, 3 enfants, hein, parce que 3 enfants c'est quand même complexe, hein. On travaille tous les deux à plein temps avec mon conjoint et sur des postes de cadre, mais c'est faisable en fait, c'est faisable. On y revient toujours quand on se dit que ce qui compte c'est pas la quantité du travail mais finalement c'est la qualité et je pense que la compétence de la gestion du temps et la gestion du stress quand on devient parent elle est fortement augmentée et qu'on arrive à faire en moins de temps ce qu'on mettait plus de temps à faire avant. Ouais, c'est ça, et là ce que tu dis c'est que du coup oui, tu as capitalisé sur tes forces justement, sur les compétences et les capacités que tu as pu développer à travers cette maternité, qui t'ont un peu fait pousser des ailes, comme tu le dis, au retour du 2e congé maternité, et ça s'est concrétisé au 3e. Mais tout ça a pu être mis en place parce que tu t'es recentré sur ton pourquoi, sur tes besoins, sur tes envies. Et l'envie, c'était ni de renoncer à ton rôle de maman, mais ni de renoncer à tes envies d'évolution. Et tout ça combiné au fait que cette entreprise a tout compris, hein. Ils ont mis en place effectivement cet accompagnement, c'est-à-dire qu'on peut continuer à progresser, on peut évoluer si on accompagne les parents et qu'on leur accorde cette flexibilité, cette confiance. En fait, je pense qu'aussi cette notion de confiance, elle est vraiment importante parce que, comme tu le dis, on n'est pas sur de la quantité, on est sur de la qualité. La culture du présentéisme, toutes ces choses-là, en France, on connaît. Là, c'est pas forcément le cas. L'idée, c'est comme tu me l'avais dit, on en avait échangé ensemble. Il y a un enfant malade, on n'est pas en train de se dire comment je vais faire. Là, on se dit, ok, ça va être entendu, je peux l'annoncer. Donc déjà, en fait, on baisse en pression, on baisse en stress, on baisse en culpabilité sur cette notion d'équilibre en se disant, voilà, bah oui, mais si j'ai déjà demandé ça lundi et vendredi, j'ai le 2e avec le rendez-vous chez le dentiste, etc.
Là, en fait, c'est que tout ça est pris en considération. Tout ça peut être abordé sereinement et sainement dans cette entreprise, ce qui vous permet à vous, les collaborateurs de Babylou, de pouvoir être vraiment dans vos missions, de pouvoir prétendre à des évolutions et de pouvoir être encore plus performant pour pouvoir accompagner du coup la mission finale de l'entreprise, qui est donc là en l'occurrence quelque chose qui fait encore plus sens avec tout ça. Donc c'est vraiment essentiel d'avoir consacré cette première partie de l'épisode à comprendre que les entreprises ont vraiment un rôle à jouer au départ, quelle que soit la mission de l'entreprise. Là forcément c'est quelque chose qui concerne les parents par la suite, mais quelle que soit la mission de l'entreprise, quand on intègre qu'un parent revient, qu'une maman ou un papa revient effectivement d'un congé maternité ou paternité avec de l'ambition, de l'envie, des capacités, des compétences qui ont été développées autrement, mais que cette fois-ci, on ne doit pas minimiser les choses, on doit juste accompagner, donner des moyens, plus de flexibilité de télétravail, ça dépend du contexte en fait. Tout ça, c'est un peu plus du sur-mesure. Mais si on n'est pas à l'écoute de ces personnes-là, on va faire des conclusions plus rapides ou alors les personnes vont s'enfermer dans un modèle et des injonctions de société qui nous font choisir entre l'un et l'autre. Donc ça, c'est vraiment intéressant ce que tu dis là. Et toi, dans ton constat justement par rapport à cette expérience actuelle et passée du coup chez Babylou, qu'est-ce que tu as pu peut-être constater dans tes missions, peut-être sur l'envers justement du décor des solutions de garde? Quel est le constat de Babylou à ce niveau-là dans la mise en place des solutions de garde? En fait, l'histoire de Babylou est hyper intéressante parce que il y a 20 ans, les fondateurs de Babylou se sont retrouvés confrontés à cette problématique-là. Et en fait, soyons très objectifs, il y a une vraie problématique du manque de solutions de garde en France. On a 200 000 assistantes maternelles qui partent à la retraite, on a un manque de 200 000 places en crèche, on a une baisse de natalité aujourd'hui qu'on connaît et qui est un fait, et qui vient pas là par hasard aussi, parce que dans un monde où on a besoin d'être 2 parents qui travaillent, effectivement, il faut bien que quelqu'un garde les enfants, et on n'a plus comme avant le fameux village, on n'a plus la proximité des grands-parents. Si on veut vraiment avoir un foyer où les 2 parents travaillent, on est obligé d'avoir des modes de garde, et des modes de garde qui financièrement sont accessibles. Et l'idée vraiment, c'est d'avoir un mode de garde fiable, pérenne, et le mode de garde collectif, c'est quand même ce qui est le plus fiable, puisque tout ne repose pas sur une seule personne pour garder les enfants, qu'il y ait une personne qui peut avoir des problématiques personnelles, des problématiques de santé, et qui peut avoir de l'absentéisme non prévu, etc., qui peut déstabiliser complètement les parents. Et donc, c'était déjà un sujet il y a 20 ans, comment faire garder les enfants et retourner travailler. Et à ce moment-là, on se rend compte que la municipalité ne peut pas assurer l'ensemble des places en crèche et qu'il doit bien y avoir un autre modèle. Pourquoi pas partir du principe que l'employeur finalement serait le premier intéressé à récupérer la présence du parent sur son lieu de travail. À ce moment-là, l'idée d'une crèche, c'était une crèche d'entreprise. C'était pas encore une crèche interentreprise, et la distinction est d'autant plus intéressante que le modèle a évolué. Donc à l'époque, la crèche d'entreprise, c'est une grosse société qui a des locaux sur son rez-de-chaussée, qui peut installer une crèche, faire venir une équipe, et à ce moment-là, c'est une crèche privée qui prend la gestion de la structure et qui permet aux enfants d'être accompagnés par le parent qui travaille dans la société. Sauf que ce modèle a connu des limites, puisque ça veut dire que c'est toujours le même parent qui accompagne l'enfant. Aujourd'hui, avec les problématiques de télétravail, qu'est-ce qu'on fait le jour où on est en télétravail et qu'on habite un petit peu loin de son lieu de travail pour déposer l'enfant? En fait, non, l'enfant reste à la maison. Est-ce que c'est vraiment une bonne solution quand on travaille? Je ne crois pas. Et puis souvent, c'était la maman qui avait la place dans son entreprise, et donc c'était la charge d'accompagner et de récupérer l'enfant ne portait que sur une seule personne. Donc petit à petit, on s'est rendu compte que ce qui était pertinent, c'était plutôt que d'avoir une place dans l'entreprise, et c'est encore un stéréotype qui a un peu la vie dure, puisque c'est toujours ce que pensent les gens aujourd'hui, une crèche d'entreprise, c'est que pour les très grosses sociétés, puisque il faut avoir des locaux, il faut avoir suffisamment d'enfants, donc suffisamment de salariés. C'est pour ça que le modèle a évolué vers la crèche interentreprise. La différence, c'est qu'une crèche interentreprise, c'est une crèche qui est basée n'importe où, qui peut être à proximité du domicile du parent. Donc là, le parent a le choix de laisser l'enfant dans la crèche qui est la plus proche de son domicile. En fait, la crèche interentreprise, par exemple, peut avoir 30 places. Et dans ces 30 places, les parents sont voisins de la crèche et peuvent appartenir à plein d'entreprises différentes.
Et c'est ce qui fait que socialement c'est aussi hyper intéressant, hein, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui Babylou accueille des places pérennes grâce à la crèche interentreprise et au partenariat avec les entreprises qui financent une grosse partie du fonctionnement de la crèche, mais on accueille aussi des enfants issus de la municipalité, grâce à des commissions d'attribution de la mairie aussi. Et sur des contrats courts, on peut aussi accueillir certains enfants qui n'ont pas forcément de partenariat entreprise entre le parent et la société. Donc aujourd'hui, on a quand même un peu plus de 20% des enfants accueillis qui ne sont pas forcément liés à un contrat entreprise. Donc ce qui fait que socialement c'est hyper intéressant puisque ça crée une mixité sociale, ça crée un groupe soudé et des enfants qui peuvent se retrouver dans une structure qualitative. C'est hyper intéressant aussi par rapport à l'égalité des chances. Parce qu'on sait aujourd'hui que la crèche, c'est un lieu d'accueil qui favorise énormément des compétences chez le tout petit, notamment la pensée mathématique. On n'y pense pas, mais sur le 0-3 ans, on commence à développer certains aspects du calcul et du dénombrement et du tri. On a aussi tout le volet relations émotionnelles et on a énormément de développement du langage dans les crèches aussi. Parce qu'à travers les comptines, les histoires qui sont racontées, on a tout un univers qui est fait pour que l'enfant développe son langage à la hauteur de ce que lui recherche, puisque l'enfant recherche l'autonomie, recherche à acquérir des compétences sociales et c'est vraiment un endroit super pour ça parce que les enfants s'épanouissent en crèche. Donc, ce que tu décris là, ça montre aussi à quel point, au départ, l'accès au mode de garde, c'est pas juste un sujet logistique, hein, comme tu l'as expliqué, c'est un vrai sujet déjà d'égalité professionnelle, de pouvoir d'achat malgré tout, et je dirais même de santé mentale des parents. Et là, tu t'expliques que le bienfait, effectivement, des crèches sur la construction aussi des enfants et donc des adultes de demain, parce que tout se joue aussi dès le départ avec cette sociabilisation, le fait que les professionnels soient formés, le fait qu'il y ait effectivement cette rotation qu'on peut retrouver. J'ai fait aussi un épisode sur les assistantes maternelles, donc chacun a effectivement son atout, et c'est ce que je disais dans cet épisode-là. Avec Carla, on en parlait et on disait que tout dépend en fait du parent, de sa recherche pour son enfant, de sa recherche pour lui-même, de sa manière de voir les choses. Il y a des modèles qui correspondent plus à certains parents qu'à d'autres. Il y a aussi la réalité du manque de mode de garde, et ça t'en parle très justement, hein. Même si on recherche une assistante maternelle, on n'en a peut-être pas dans notre secteur. Ou inversement, si on a une crèche, on n'en a peut-être pas dans notre secteur. Ce qui est intéressant dans ce que tu décris là et dans la genèse même du modèle, c'est que tout vient encore une fois d'une expérience de vie, et que le fait d'impliquer les entreprises, ça permet de pouvoir se dire, en fait, il n'y aura jamais ce problème-là. Pourquoi ? Parce que du coup, les entreprises vont pouvoir acheter ces berceaux. Et c'est ça, du coup, le point, je pense, qu'il faut qu'on arrive à détailler ensemble aujourd'hui pour qu'on enlève un peu le mythe peut-être qui existe autour de ça, le fait de se dire c'est que pour les grosses entreprises et pas pour les petites. Ça, tu l'as dit, c'est important que ce soit entendu. Et comment ça marche concrètement si une entreprise se dit, tiens, demain, que ce soit une grosse entreprise ou même une petite PME, demain, je veux mettre en place un berceau à disposition de mes collaborateurs. Comment ça se passe ? Est-ce que le berceau est à disposition immédiate du collaborateur ? Ou là, si j'en ai pas besoin tout de suite, mais que peut-être mes collaborateurs en auront besoin dans 1 an, 2 ans, est-ce que c'est possible de mettre quelque chose en place dès maintenant ? Oui, alors c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Donc déjà, c'est la première chose que je peux te dire. C'est beaucoup plus simple, pourquoi ? Parce que déjà, le modèle a été pensé pour s'adapter à toutes les situations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a différents contrats qui existent, qui peut aller du micro-entrepreneur qu'il prend pour son enfant jusqu'à une grosse structure multinationale avec 100 entités et 10 000 collaborateurs. Tout peut se faire en fait, parce que ça a été pensé en amont et qu'on a des contrats pour chaque situation. Donc l'idée, alors plusieurs solutions, hein, si c'est pour notre propre enfant et qu'on a notre entreprise, là il suffit effectivement de s'inscrire sur le site Babylou et quelqu'un recontacte pour expliquer quelles sont les modalités de réservation pour cette typologie qui est très particulière. Ensuite, à partir de 2 salariés dans la société jusqu'à 1000 salariés, on est sur un fonctionnement PME. Donc là, on a des contrats qui sont très flexibles. On peut soit avoir un contrat par enfant, par salarié, qui est pour une place bien précise dans une crèche bien précise, qui va débuter quand l'enfant entre en crèche et qui va se terminer quand l'enfant rentre à la maternelle.
Donc on prend la date de naissance de l'enfant plus 3 ans et le contrat s'arrête à la fin de cette année scolaire, puisque légalement, l'enfant rentre à l'école maternelle dans l'année de ses 3 ans. Là, on peut avoir autant de contrats qu'on veut, du temps qu'on a moins de 1000 salariés. Sur ce modèle PME ou quand on passe sur un fonctionnement que chez nous on qualifie de grand compte, c'est-à-dire les structures de plus de 1000 salariés, on peut aussi mettre en place des contrats qu'on appelle des contrats multi-berceaux. À ce moment-là, on part sur une tarification qui est négociée en fonction du volume, de la situation de la société et à ce moment-là, on détermine ensemble, et on est là aussi pour accompagner les entreprises à réfléchir au bon dimensionnement des contrats. Est-ce qu'on part sur 5 berceaux? Est-ce qu'on part sur 10 berceaux? Et la tarification est évaluée en fonction du volume. Et ensuite, on organise, alors là, ça devient un petit peu similaire à une crèche municipale, des campagnes d'attribution avec des critères objectifs, parce que ça reste important aussi pour ces sociétés de pouvoir mettre en place un système de critères. Et une fois ou deux par an, les parents s'inscrivent sur un formulaire d'inscription et grâce à ces systèmes de critères, ils sont éligibles ou ils sont sur liste d'attente si une place se libère. Et à ce moment-là, l'entreprise est facturée en fonction de la présence de l'enfant au niveau du berceau. Donc, ce que tu expliques là, c'est important, la dernière phrase, du coup. C'est-à-dire qu'on peut très bien, les responsables RH des entreprises ou les dirigeants eux-mêmes peuvent prendre contact avec Babylou pour anticiper et mettre en place un système de berceau. C'est-à-dire que le jour où un de leurs collaborateurs souhaite bénéficier d'un berceau, il peut l'avoir puisque tout a été défini en amont avec Babylou. Mais tant que le berceau n'est pas utilisé, ça ne coûte pas un centime à l'entreprise. On commence à payer dès que le berceau est utilisé. Si le contrat est bien dimensionné, effectivement, c'est relativement simple. Sur le premier système, en fait, ce qui va faire la différence, c'est de se dire, est-ce que je suis sûre tous les ans d'avoir 10 berceaux occupés? Si je suis sûre parce qu'il y a un roulement, parce qu'il y a des départs et que c'est le bon dimensionnement, et ça on a des façons de faire pour calculer en fonction, et si l'entreprise est sûre que toutes les années elle aura ce besoin-là, en général c'est comme ça que ça fonctionne et c'est relativement reconduit d'une année à l'autre, relativement simple. Le premier système qui va plus s'adapter effectivement à une PME, puisque une PME, on peut avoir 3 naissances une année, 5 naissances la suivante, et après une année on n'a pas de naissance, et en fait c'est fluctuant. Donc là, l'intérêt du premier type de contrat, c'est d'avoir ce fonctionnement très flexible de une demande. On fait la recherche, si la place est disponible et que la crèche correspond aux salariés, à ce moment-là, on fait la réservation. Et à ce moment-là, comme tu dis, l'entreprise n'a pas de minimum de berceaux à occuper. Elle va juste pouvoir faire un contrat à chaque fois qu'elle a une demande. Mais elle a sa proposition tarifaire et quelque part, elle a juste à appuyer un bouton au moment où elle a la demande du salarié. Et derrière, ce qui est facilitant, c'est que le salarié n'a pas à faire ses recherches qui peuvent être très chronophages. Soit on est encore enceinte, soit on vient d'avoir son bébé, on est pris entre tous les feux. Et il faut en plus avoir ce stress de la recherche. C'est-à-dire que là, Babylou va faire le travail à la place du collaborateur à ce niveau-là et à la place de l'employeur aussi, puisque c'est pas le rôle premier de l'employeur, du coup, d'aller faire ses recherches. Exactement. Je pense que c'est important que ce soit reclarifié parce qu'il y a vraiment un mythe, je pense, autour de ces crèches inter-entreprises. Et t'expliquais, voilà, on peut pas donner d'ordre de prix parce que c'est trop compliqué. Voilà, t'expliques qu'il y a plusieurs formules, plusieurs choses. Mais il y a des aides de l'État, en tout cas, qui existent pour pouvoir permettre aux employeurs de pouvoir mettre à disposition ces crèches inter-entreprises. Exactement. Aujourd'hui, 75% du montant de la place en crèche peut être pris en charge grâce à des avantages fiscaux. On a un crédit impôt famille qui existe en France, qui représente 50% du montant de la place. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année fiscale, l'entreprise peut déclarer les montants et récupérer 50% des sommes engagées au titre des frais de garde. Ça, c'est que l'entreprise produise des bénéfices ou pas. Et c'est important parce que là aussi, il y a un stéréotype là-dessus. Si l'entreprise, tant qu'elle est soumise au régime d'imposition français, elle peut bénéficier du crédit d'impôt famille. Ensuite, il y a une seconde aide fiscale qui est une défiscalisation puisque la place en crèche peut être une charge, donc elle peut être positionnée dans les comptes de la société et donc venir diminuer d'autant
le montant du bénéfice et donc diminuer de fait le pourcentage d'imposition qui est corrélé au bénéfice et qui est en général de 25% à peu près. C'est pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui, 75% du montant est pris en charge grâce à des aides fiscales. Et donc, il y a à minima déjà les 50 premiers pourcents qui sont assurés, quoi qu'il en soit. Oui. Et le reste, tout dépend effectivement de l'activité de l'entreprise et de comment on positionne ça sur les lignes de compte. Exactement. Donc, intéressant de se dire que les entreprises, c'est un coût, mais qu'il y a quand même une bonne partie qui peut être absorbée par des aides à ce niveau-là. Exactement. Qu'est-ce qui ferait peut-être, selon toi, que ce mode de garde pourrait être utilisé comme un levier RH stratégique? C'est quoi les arguments, du coup, peut-être pour convaincre les entreprises, les RH? Alors la première chose, c'est que ça va avoir un impact énorme sur la confiance et l'engagement des salariés. Et quand on a la confiance et l'engagement des salariés, on va, par effet assez mécanique, augmenter la productivité et la rétention des talents. Ça, c'est la première chose. La gestion de la parentalité, l'employé se sent bien, il a besoin de se sentir sécurisé, il a besoin de sentir qu'il n'est pas bloqué dans sa carrière aussi, qu'il peut continuer à évoluer même avec des enfants. Et à ce moment-là, quand on lui garantit tout ça, finalement, le salarié, il est conquis par la politique familiale et il va avoir plus tendance à être fidèle à son entreprise. Ensuite, ça va être aussi un levier par rapport à l'attractivité des talents. Aujourd'hui, on voit que les jeunes générations, elles ont besoin d'équilibre, elles ont besoin de se sentir toujours pareil, en confiance, elles ont besoin qu'on respecte leurs besoins aussi, et elles n'hésiteront pas à changer d'employeur pour un employeur qui va répondre à leurs problématiques actuelles. Donc le fait de répondre à cette large population dans les entreprises que sont les parents, puisqu'aujourd'hui il y a 80% des salariés qui sont parents, ça permet déjà de se garantir dans un marché ultra concurrentiel du recrutement et avec des talents de plus en plus volatiles, d'avoir les meilleurs talents qui se positionnent sur les postes qui sont proposés par la société. Donc il y a ce levier-là. Ensuite, on parle beaucoup de culture d'entreprise et de marque employeur. Tu en as parlé toi-même. Moi, c'est ce qui m'a fait choisir Babylou. C'est ces valeurs très engagées, le partage des valeurs, effectivement, et puis cette mise à disposition, finalement, de cet éventail de services qui donne envie de venir et finalement de rester. Donc l'amélioration, l'optimisation de la marque employeur aussi, c'est un des points qui remonte régulièrement dans les effets finalement de la gestion des politiques parentalité. Plusieurs leviers, plusieurs constats, effectivement, de par ton expérience chez Babylou que tu montres là. On voit qu'il y a des impacts sur l'équipe, sur les personnes de manière individuelle, sur le turnover, sur l'absentéisme, sur cette marque employeur, sur effectivement le fait de fidéliser, d'attirer les talents. Il y a quand même un vrai sujet derrière la parentalité. On le voit dans la société, ça évolue. Donc bon, la période Covid a été un vrai avant-après, je dirais quand même aussi par rapport à ça. Mais voilà, il y a quand même un sujet qui est quand même un boulevard, on va dire, pour les entreprises. Et se dire, voilà, comment je fais la différence demain pour attirer, pour fidéliser les collaborateurs que j'ai en place. La mise en place de crèches inter-entreprises peut être une des réponses parmi tant d'autres, parce qu'on l'a dit, l'idée, c'est quand même d'aller comprendre le vrai besoin des parents derrière. Donc, ça peut être ce système de mode de garde, qui est, je pense, un nécessaire dans les entreprises. La flexibilité, voilà, il y a un tout. Il y a une culture et des moyens, du coup, qui doivent être mis à disposition pour pouvoir faire en sorte que les parents se sentent bien. Et ce que j'aime dans tes arguments, c'est qu'à chaque fois, voilà, on recentre toujours sur le besoin. Et quand on a échangé ensemble, tu m'avais dit que chacun doit connaître ses non négociables. Et j'aimais beaucoup cette phrase. Et qu'un parent doit du coup pouvoir dire, voilà ce dont j'ai besoin pour travailler sereinement. Et on sent, voilà, à travers le discours que tu as là, que si les entreprises prennent le problème dans ce sens-là, finalement, on va réussir à trouver des solutions. Aujourd'hui, du coup, pour quelqu'un qui écouterait l'épisode là et qui se dit, moi, ça m'intéresse. Si c'est un salarié parent qui écoute ce podcast et qui justement vient d'entendre la phrase en se disant voilà, je dois connaître mes non négociables et voilà ce dont j'ai besoin pour travailler, quels seraient peut-être les arguments? Comment est-ce qu'il peut aborder ses besoins avec son manager sans culpabiliser? Est-ce que chez Babylou, vous avez ce type de cas et qu'est-ce qu'on peut donner comme tips? Alors moi, ce que je peux donner comme tips déjà, c'est si un parent a un besoin et souhaite l'étudier avec son employeur, c'est qu'il en fasse la demande sur le site internet de Babylou. Je recherche une place en crèche et à ce moment-là, quelqu'un va prendre contact avec ce parent et voir quelle est sa situation et déterminer avec le parent quelle est la meilleure façon d'en parler à son employeur. Parce que ça peut être plein de choses, ça peut être plein de situations différentes.
Ça peut être un parent qui n'a pas de solution de garde et qui ne veut pas subir son congé parental. Ça ne sera pas la même situation d'un parent à l'autre. Donc c'est vraiment des situations qui sont étudiées au cas par cas. Et nous, soit on peut accompagner le parent dans son discours et dans la façon dont il doit en discuter avec son employeur. Nous, ce qu'on conseille toujours, c'est de prendre rendez-vous avec l'employeur, avec le décideur RH, pour expliquer la situation et de demander comment est-ce qu'on pourrait réfléchir à mettre cette solution en place. Beaucoup de parents complexes en fait d'être parent et de demander quelque chose parce qu'on est à la frontière de l'intime. Donc généralement, et je vais dire peut-être pas ce qui fonctionne parce que c'est très propre à chaque personne, mais je peux dire ce qui fonctionne pas. Ce qui fonctionne pas, c'est d'aller voir son manager et de demander est-ce qu'on a des places en crèche. Parce que ça, c'est très simple, c'est non, on n'en a pas, et voilà, c'est terminé. En fait, chaque situation est différente, chaque stratégie RH est différente, et ça, c'est vraiment un échange qu'on a avec le parent sur comment est-ce qu'il peut amener cette demande de façon légitime avec sa direction des ressources humaines. Donc il y a aussi un appui qui est possible de votre côté pour pouvoir aider ses salariés parents, et ça c'est important de le savoir aussi parce que finalement vous vous adressez à toutes les cibles, les dirigeants qui se questionneraient, les RH qui se disent il y a un sujet, tout commence à mon sens quand même par un audit et le fait de se dire de quoi les salariés ont besoin, et fonction de qui ressort, si effectivement la crèche interentreprise ou en tout cas le mode de garde on va dire est un sujet, ça peut être l'occasion de se tourner vers Babylou à ce niveau-là. Et puis derrière, un parent qui se dit, moi j'aimerais, là ce qu'elle dit là c'est trop bien, j'aimerais vraiment pouvoir bénéficier de ça dans mon entreprise parce que ça enlève toute la charge mentale de la recherche, parce qu'effectivement il y a aussi un engagement de l'entreprise, et je trouve que c'est quand même énorme en fait pour un salarié de se dire mon entreprise fait un pas vers moi aussi par rapport à ça. C'est vraiment culturel là aussi. Donc il y a différents moyens d'accès à Babylou. Juste en allant sur le site, je remettrai de toute façon dans le descriptif de l'épisode le lien pour pouvoir justement avoir accès directement aux équipes de Babylou. Toi Delphine, par rapport à l'échange qu'on a là, si tu devais conclure, qu'est-ce que tu te dirais? Quelle serait peut-être ta phrase de fin? Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites ajouter justement par rapport à ce qu'on s'est dit? Oui. En fait, moi, je me suis rendu compte, et c'est vraiment ce que je valorise au quotidien, c'est qu'il faut décomplexer la parentalité dans l'entreprise. Ce que je pourrais conseiller à des parents qui sont dans cette phase d'incertitude, c'est dans un premier temps de prendre le temps de se poser et de se questionner sur leurs non négociables. Tu en as parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que je veux? De quoi j'ai besoin? Et si j'arrive pas à trouver ça dans cette société dans laquelle je suis actuellement, comment est-ce que je peux le trouver? Comment est-ce que je peux faire bouger les lignes? Ou est-ce qu'il n'est pas temps pour moi de chercher un autre projet professionnel? Donc c'est vraiment cette question-là de qu'est-ce que je veux et comment je peux l'atteindre. Plan A, plan B. Moi, je raisonne beaucoup en plan A, plan B. Et au-delà de ça, n'hésitez pas à vous renseigner. Au-delà de juste s'inscrire sur le site internet, vous pouvez, j'imagine que tu mettras les liens vers mon profil LinkedIn sur la description de l'épisode. Moi, je suis toujours hyper partante pour accompagner les parents parce que je sais à quel point ça peut être une galère dans les démarches, etc. Aujourd'hui, j'ai une assez large connaissance du secteur. Donc, je serais ravie d'échanger avec n'importe quelle personne qui a besoin d'être accompagnée avec son employeur. Et vraiment, c'est cette idée qu'on est légitime, même si durant des années, on a essayé de nous faire croire que quand on est un parent, on est moins intéressant, moins rentable, entre guillemets. C'est faux. Encore faut-il pouvoir en être sûr soi-même et pouvoir le démontrer. Donc, aller vers les actions les plus essentielles. Et j'ai quelques épisodes qui traitent du sujet aussi sur mon podcast. Donc ne pas hésiter à les écouter, notamment comment convaincre son employeur de mettre en place une stratégie parentalité. Mais aussi pas mal d'épisodes qui sont très adressés envers les DRH et les dirigeants qui peuvent aussi se poser ces questions. En tout cas, je te remercie Delphine, merci pour cet échange, pour la sincérité dont tu as fait preuve, que ce soit sur ton parcours personnel, professionnel, sur la mise en avant des crèches interentreprises qui devaient
être, en tout cas, un sujet de ce podcast à la jointure, on va dire, entre le personnel et le professionnel. C'est aussi tout ce qui fait mon unicité en tant que maman, RH et coach. Ton parcours montre à quel point la parentalité est un moteur, une sorte de boussole et parfois même un révélateur professionnel finalement. On le voit à travers ton parcours. Tu rappelles une chose essentielle, c'est que soutenir les parents, c'est pas uniquement un plus en fait, c'est vraiment un levier profond de performance, un levier de fidélisation, un levier d'égalité et je dirais même d'humanité. Cet épisode permet de mettre en lumière un enjeu qui est invisible, le fait de trouver une place en crèche, ça peut transformer clairement le quotidien d'une famille, le fonctionnement d'une équipe, d'une organisation et pour ça, les entreprises ont vraiment leur place à prendre. Je voulais te remercier pour cette disponibilité, pour l'engagement, parce qu'on sent vraiment que tu es engagé à travers l'échange, à travers ce que tu communiques, pour ton travail auprès des familles, pour le travail que Babylou fait auprès des familles, pour ta façon de contribuer à faire bouger les lignes. Merci Sybille, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Mercredi. Si le sujet vous a parlé, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Mercredi. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.